Bonjour, docteur Nguele, qui est encore là. Merci de nous retrouver. Docteur, et merci pour la présence une fois de plus. Merci. Hello, doctor. Good morning. And welcome again. Good morning. Thank you very much. Voilà, avec le Elle avait docteur. peur que le docteur pour ne pas venir, elle tremblait. J'ai fait tout et tout pour être là. Surtout qu'il a donné sa parole d'être là aujourd'hui. Ouais, l'homme, c'est sa parole. L'homme, Voilà, c'est sa parole, voilà. c'est ça. Rappelons que le docteur Nguele Isidore Dieuga, il est spécialiste en santé et sécurité de travail. Voilà, il est avec nous ce matin. Il opère à la clinique des Grandes Îles d'ici, du côté de Bali. Voilà, il est médecin généraliste. Voilà, en plus de tout, c'est d'abord un médecin généraliste et puis maintenant spécialiste en santé, de sécurité. Santé et sécurité au travail. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, on parle du paludisme et la typhoïde. Suite, partie 2. Voilà. La semaine dernière, il y avait eu beaucoup de questions, On n'a pas pu répondre. Voilà, justement. Oui, Cathy, tu voulais dire? No, I just want to say that, like, since the doctor is here, we're doing like, it's a continuation of the topic we did last week. Exactement. And like Mirai said, we had so many messages. Unfortunately, we could not read them all because people started sending towards the end of the program. Exactly. So the doctor is already on, you know, he's already here. So I would suggest, if it's okay, they put the number immediately. Yes. So people can start sending their messages. We can read all the messages and even pick all the calls as well. Not towards the end when everybody will start calling or sending messages and they're expecting us to read all the messages. When it's exactly 11:55, it's end of the rendezvous. Voilà. Yeah. Donc voilà, c'est ça. Il faut juste que vous puissiez, parce qu'il est 11h et passé de 11 minutes, parce qu'on vous connaît, appeler au bon moment, parce qu'on parle aujourd'hui des complications, justement, parce qu'on n'était pas parti sur les complications. Et les traitements. Les complications et traitements du paludisme et de la typhoïde. Mais voilà, on revient sur déjà, si on peut faire une sorte de récap sur le paludisme, et le paludisme d'abord, et puis la typhoïde, docteur. D'accord. Disons, comme on dit, on fait un rappel. Juste de... Un petit rappel, parce que tous les Camerounais savent ce que c'est que le palu. Parce qu'au Cameroun, quand on a fièvre, on sait que c'est le palu. Mais sauf que la dernière fois, on a quand même défini que le paludisme était une maladie parasitaire transmise par un moustique qu'on appelle le falciparum, le anophèle femelle, qui transmet le palu après avoir piqué quelqu'un qui est malade, ou bien quelqu'un qui a déjà le parasite dans son sang et qui transmet. Et que la typhoïde était une maladie bactérienne qui est appelée maladie manuportée, c'est-à-dire maladie des mains sales. On avait dit que la typhoïde était liée beaucoup plus aux conditions de vie, à notre environnement, notamment l'alimentation, la qualité de l'eau et la qualité d'hygiène globalement. Et bon, maintenant, sur les complications du paludisme, on avait évoqué le paludisme cérébral, qui est la complication la plus redoutable, qu'on appelle neuropaludisme. On a vu que le paludisme pouvait entraîner l'anémie sévère, surtout chez les enfants, pouvait entraîner la mort. On avait vu que le paludisme peut entraîner une affection rénale aussi, avec une affection rénale qui donne en général une insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, le traitement, le rein peut reprendre. Bon, il y a des complications liées aussi à l'état génétique des individus, parce qu'il y a des individus qui portent une pathologie qu'on appelle G6PD. C'est-à-dire, c'est un déficit enzymatique qu'on appelle G6PD. Donc, toute personne porteur de cette pathologie génétique est sensible ou bien il est allergique à la prise de certains médicaments pour traiter le paludisme. Et ces personnes-là, s'ils prennent les médicaments contre-indiqués, ils peuvent faire ce qu'on appelle la fièvre hémoglobinurie, c'est-à-dire le paludisme qui se traduit par la destruction des globules rouges. Et ce malade-là, lui, ou cette malade-là, va faire ce qu'on appelle une hématurie, il va pisser du sang. Donc, c'est une complication aussi redoutable. Du paludisme? Du paludisme, effectivement, chez ces personnes qui portent le déficit en G6PD. Voilà, c'est un enzyme. C'est un enzyme qui entre dans la transformation, comme toutes les enzymes dans le corps humain. Donc, ces malades peuvent
avoir ce genre de complications. En général, ça, c'est les complications les plus redoutables. Il y a d'autres complications, telles que l'ictère. Voilà, donc on a évoqué les complications les plus graves. Voilà. What about Docteur, nous avons aussi dit que le palu grave, c'est le palu simple qui a été soigné en retard. Effectivement, je crois qu'on va entrer dans le traitement et peut-être revenir là-dessus. Oui. Mais ce qui m'effraie un peu, c'est qu'on pourrait avoir une insuffisance rénale. Est-ce que c'est dû à l'absorption des médicaments qu'on prend? Pour le palu, non, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus lié à l'anémie sévère qui peut entraîner un dysfonctionnement rénal. Parce que le rein, lui, son aliment, c'est le sang. Donc quand le rein manque de sang, effectivement, ça ne tourne plus comme une machine. C'est une machine qui est là, elle a besoin du sang comme du carburant pour fonctionner. Et comme le paludisme suce le sang, parce que vous avez, je vous ai dit quand le parasite entre dans le globule rouge, ça l'éclate. Donc, ça fait qu'on a une anémie qui peut être sévère et qui peut entraîner une insuffisance rénale aiguë. Mais en général, on passe après parfois une dialyse, parfois après une transfusion sanguine. Oui, mais la dialyse, après, ça veut dire que tu auras l'insuffisance rénale, c'est à vie? Non, pas forcément. Dans l'insuffisance rénale aiguë, ça peut être fonctionnel. C'est-à-dire que c'est le fonctionnement, comme je l'ai dit, qui est un problème. Quand on corrige le dysfonctionnement, le rein reprend. Oui. Bon, on ne peut pas entrer là dans tous ces détails parce que ça c'est un autre sujet. Wow. Okay, Doc, there's a question someone asks, like the different stages, if there are different stages of typhoid. Comme la fièvre typhoïde, comme son nom l'indique, Typhoid fever. est transmise par une bactérie qu'on appelle le Salmonella typhi. Et il y a deux types de fièvre typhoïde. Il y a ce qu'on appelle la paratyphie. Ceux-là, en général, ne gênaient pas la fièvre. Et ça n'a pas de complications. Bon, comme on disait tout à l'heure, elle a demandé les différents types de fièvre typhoïde. En fait, on parlera plutôt des étapes, ou bien dans la clinique. Dans la clinique. Parce que on distingue deux étapes. C'est-à-dire, l'étape où le microbe entre dans ton sang, on peut appeler comme ça, qu'on appelle le temps de latence. En général, ça dure une semaine. Avec la fièvre, des céphalées, des courbatures, exactement comme le palu. Maintenant, il y a le deuxième septénaire, c'est-à-dire nous sommes déjà à 10e, 15e jour. Là, on a déjà ce qu'on appelle en général le typhus, c'est-à-dire c'est une atteinte cérébrale. Le malade est comme dans le coma. Oui, et ça, à ce stade, le malade peut faire ce qu'on appelle la diarrhée, les selles jaunâtres, appelées cliniquement le jus de melon. Et là, c'est des étapes. Si on ne traite pas, ça peut se poursuivre et donner une complication viscérale que nous appelons la perforation de l'intestin grêle. Et ce stade-là, c'est en général rare dans notre contexte. Je vais vous expliquer tout à l'heure dans le traitement. Mais quand ça arrive, à 90%, c'est mortel. Oui. C'est la complication redoutable de la typhoïde. Wow. La perforation typhique. Donc ça perce l'intestin grêle. Donc c'est la plus grave complication. Oui, c'est la plus grave complication sur la fièvre typhoïde. Okay. Now another thing is, okay, I think last week we saw an image of water and others. I've seen an image of roadside, a woman selling food by the roadside and people eating. I had an argument with somebody that said he is not like really d'accord with the fact that they said a high possibility that you might easily get typhoid after eating maybe food from the roadside, because first of all, the back of the gate was like, okay, those food are being cooked, and being cooked, obviously the germs have died. Yes. So why should people always say you're not supposed to eat? There are high possibility that if you have typhoid, maybe you got it from roadside food or maybe from other things you might have consumed or cooked stuff. I prefer to answer with French. Hein? Yes, French. Okay. Bon, justement, si jamais vous avez une viande ou bien, je sais pas, un légume ou n'importe quoi que vous préparez, forcément, la bactérie va mourir dans la cuisson. Or, on reconnaît qu'on ne mange pas à chaud. Quand vous parlez de repas,
au bord de la route. Yeah, ok. Genre, on prépare à la maison, Avant de on ramène, Oui. on sait. Et maintenant, comme je disais tout à l'heure, il y a derrière l'hygiène corporelle de la personne qui sait à manger. Il y a l'environnement dans lequel on va. Supposons qu'on soit installé à côté d'une poubelle, comme on en voit régulièrement. Et troisièmement, il y a l'eau qu'on utilise pour la vaisselle au cours, parce qu'il faut être sur le terrain pour remarquer la manière dont les vaisselles, les assiettes dans lesquelles on sert sont lavées. Voilà. Donc, le microbe, dans toute cette étape, dans tout cet environnement-là, peut bien, même avec les mouches qui arrivent, peut bien s'introduire dans l'alimentation. Et quand on voit comme ceci, Voilà, par exemple... voilà. Donc vous avez des images, et à Douala c'est récurrent, hein. Ça, les gens ne se gênent pas, hein. Vous voyez, les gens mangent tranquillement. À côté, il y a la poubelle, à côté, il y a un caniveau, le soya, je ne sais pas, les brochettes, les poissons braisés. Et quand il y a cette poussière qui se soulève, quand vous voyez passer, forcément, il y a des bactéries qui sont contenues. Et c'est ça qui va donner la typhoïde. Effectivement, c'est ça qui va donner la typhoïde. C'est ça qui va donner la fièvre typhoïde. La Même fièvre le paratyphoïde. Oui, ça va donner. Ah bon. On appelle paratyphoïde. 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 Pourquoi? Parce que c'est parasitaire aussi? Non. Para, c'est-à-dire comme. On peut dire para comme. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, para, ça veut dire, ça ne donne pas les mêmes. Les paratyphies, par exemple, ne donnent pas les complications de la fièvre typhoïde. Parce qu'on dit salmonella typhi, salmonella paratyphi. Donc, le salmonella typhi, lui, donne la fièvre typhoïde. Et le paratyphi donne des signes gastro-intestinaux en général, des douleurs, des diarrhées, sans fièvre. Et donc, pas de complications avec le paratyphoïde. Oui, moi, je voudrais aller sur un truc, de façon perso. Moi, j'ai jamais eu la fièvre typhoïde, mais seulement, il est arrivé parfois où j'avais des douleurs au ventre, mais on est parti dire, quand on fait l'examen des selles, on dit salmonelle, un truc comme ça. Est-ce que c'est ça la typhoïde alors? Bon, en fait, dans le diagnostic, parce que là on aborde un peu le diagnostic. Oui. Dans le diagnostic, en général, le diagnostic formel de la fièvre typhoïde, ça se fait avec 2 examens. La coproculture et l'hémoculture. La coproculture, c'est la culture, si on peut appeler comme ça, c'est l'examen où on isole un germe et sur lequel on identifie les antibiotiques susceptibles de détruire le germe. Donc, on fait une coproculture, comme chez toi. Si on a parlé de salmonelle, ça veut dire qu'on vous a fait une coproculture. Vous voyez un peu. Et certainement, on a dit paratyphie, ou bien on peut avoir des salmonelles qui ne sont pas pathogènes. Les amis, c'est peut-être les amis? Non, ça n'a rien à voir. Ok. Donc, les salmonelles qui ne sont pas pathogènes, donc ça ne donne pas la maladie. Donc, là, on dit que vous avez une coproculture stérile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la fièvre typhoïde, il y a le mot fièvre, donc c'est un signe. Ok, la fièvre. On fait de la fièvre. Et c'est une fièvre qui persiste, comme on dit souvent en plateau, c'est une fièvre qui persiste jusqu'à ce qu'on puisse traiter. D'accord. Voilà, Et il y a les maux de tête? Il y a des céphalées, il y a des courbatures, des douleurs abdominales, comme je l'ai dit tout à l'heure. À la deuxième semaine, vers la fin de la deuxième semaine, vous avez une diarrhée profuse, vous avez une diarrhée qui donne comme le jus de melon. Vous connaissez le melon? Oui. Voilà. Et c'est fréquent. Ok. C'est fréquent. Wow. Docteur, j'aimerais que vous essayiez encore de nous donner encore d'autres, parce que vous nous avez dit que les facteurs qui peuvent donner la fièvre typhoïde, il y a l'eau sale, les mains sales, tout ça là. Est-ce qu'il y a encore d'autres facteurs en dehors de ce que vous avez cité là? Pas vraiment. Parce qu'on dit que c'est une maladie d'hygiène. Voilà. C'est une maladie de manque d'hygiène. Il n'y a pas d'autre. Ça se transmet par contact ou bien par transfusion sanguine, je ne sais pas quoi. Mais c'est une maladie d'hygiène. C'est un manque d'hygiène. Comme Mira dit, elle n'a jamais eu la fièvre d'hygiène. Ça se veut qu'elle a une bonne hygiène de vie. Oui. Elle est propre, elle boit de l'eau propre, donc potable quoi. De l'eau potable. Et elle se lave les mains. Après avoir fait une émission comme ça, on a salué beaucoup de gens. Elle se lave les mains avant de manger, arriver chez elle. Elle veille à ce que ses vaisselles soient bien lavées. Elle ne mange pas dans la rue, par exemple. Je suppose. Parce que de temps en temps, je suis chez ma belle-sœur Hélène. Hein. Ma mère ce n'est que chez elle. C'est que Hélène est propre. Elle a des conditions hygiéniques idoines. Parce que le restaurant, même dans les restaurants, vous allez pour la rue, parce qu'il y a des restaurants et restaurants. Vous voyez? Donc, il y en a.
J'entends souvent parler du test de c'est Vidal. C'est pour le palu, c'est pour la typhoïde. Voilà. Je n'ai pas voulu trop parler de Vidal parce que c'est pour la typhoïde. Comme je l'ai dit, que le diagnostic formel, donc pour dire que vous avez une fièvre typhoïde, il y a que ces deux examens, la culture du sang et des selles. Le Vidal, à l'époque, ça a fait son temps, mais avec des résistances aux médicaments qu'on a, l'automédication, de plus en plus, on ne considère pas le diagnostic du Vidal, le diagnostic de la typhoïde à partir des tests de Vidal et Félix. Ok. Vous voyez? Et non seulement cela, il y a des tests contrefaits, dont on ne prend plus en considération le Vidal dans le diagnostic de la fièvre typhoïde. Okay. Now, Doc, what are the possible complications of typhoid fever? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la perforation qui est la complication majeure. Bien testé. Rien que ça. Okay, that's all. Parce que même quand vous êtes dans l'état de typhos, c'est-à-dire vous êtes dans l'état de coma de la typhoïde, le traitement va vous ramener à la vie sans problème. Si vous avez une perforation intestinale, on va vous opérer. En général, c'est trop tard. Ça vous donne la péritonite et c'est trop tard en général. Franchement, c'est des complications qui sont très souvent fatales. Okay. Now, typhoid and paratyphoid, are they the same thing? No. In the paratyphoid, there's no fever. Oh, okay. There's no fever. Okay. That's the difference. They cannot have complication with the paratyphoid. So what is paratyphoid? Bon, je vais répondre en français. Yes, you speak in French. Le paratyphie, comme je l'ai dit, c'est commun, mais ce n'est pas la même chose. Okay. On dit para, c'est comme la typhoïde, mais sauf que dans le diagnostic, on ne peut, dans la clinique, c'est-à-dire les manifestations cliniques, ce ne sont même pas les mêmes. Et non seulement ça, ça ne pourra jamais donner des complications. Donc, c'est sur le plan histologique ou bien sur le plan biologique, on va vous dire Salmonella typhi qui donne la fièvre typhoïde, Salmonella paratyphi qui ne donne pas la fièvre typhoïde. Donc, c'est deux choses différentes. C'est comme ça qu'il faut qu'on retienne ça. Vous voyez un peu? On ne va pas entrer dans la pharmacologie ou bien je ne sais pas quoi. Donc, retenez que la fièvre typhoïde est causée par un gène qu'on appelle, par une bactérie appelée Salmonella typhi, qui donne les signes cliniques, la fièvre, les céphalées, les courbatures, la diarrhée, le coma, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut entraîner les perforations digestives. Et le paratyphie peut donner des troubles gastro-intestinaux, le ballonnement, parfois un peu de diarrhée, des douleurs abdominales, mais pas de fièvre. Retenons ça comme ça. Je crois qu'il y a des messages que Cathy va nous lire en anglais qui nous arrivent. Please, I really want to know the signs and symptoms of typhoid. Can typhoid lead to bloody stool? Be love washing in Douala. J'ai pas suivi. Hein. Okay, signs and symptoms of typhoid. And also, can typhoid lead to bloody stool? Les selles sanguinolentes. Oui, avec le sang. Le sang. Pardon. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le diagnostic de la fièvre typhoïde, on ne pose pas, il n'y a pas de selles sanguinolentes. J'ai dit qu'il y a des selles jaunâtres, en jus de melon. Mais il y a des maladies comme Mireille disait tout à l'heure, les amibes. Des maladies causées par les amibes. Des maladies causées par certaines bactéries comme le Shigella, qui peuvent entraîner des selles sanguinolentes. Mais dans la typhoïde, il n'y a pas de selles sanguinolentes. Et la personne vient de demander, I think last week we gave the signs and symptoms, parce qu'il demande les symptômes. Les signes et les symptômes de la typhoïde. Je crois que si la personne nous suit, on a répété les signes. I think the person just got it. Signes de la typhoïde, parce qu'il y a une confusion entre la typhoïde et le paludisme. Yes. Pas seulement donc il y a une confusion entre le paludisme et la fièvre au Cameroun. Il y a plusieurs causes de fièvre. Tout ce qui est infectieux donne la fièvre. Maintenant, il demande les signes de la typhoïde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la typhoïde évolue. Des céphalées, des maux de tête, des courbatures, de la fièvre à 40 degrés. Déjà vers la fin du premier septénaire, donc vers la fin de la première semaine, dont on a contacté la maladie, on a une température à 40 degrés, qui ne baisse pas. Vous voyez un peu. Et effectivement, il y a l'anorexie, c'est-à-dire manque d'appétit,
Et cette complication qui peut amener le coma, qu'on appelle le typhus, et une autre complication qui peut amener la perforation gastrique. Donc les signes sont presque les mêmes, sauf qu'il n'y a pas souvent le vomissement dans la fièvre typhoïde, contrairement au paludisme. Oui. Donc, quand on a la bouche pâteuse, on a une bouche pâteuse, la bouche amère, est-ce que c'est un signe de quoi? De paludisme ou de fièvre typhoïde? Accompagné de cela, peut-être quelques petites courbatures. Bon, en fait, la bouche amère traduit en général l'apparition de la bile dans la circulation. Vous voyez un peu? Autant dans la fièvre typhoïde que dans le palu, surtout dans le palu, on peut avoir la bouche amère. Il y a aussi des maladies hépatiques. On peut avoir, dans une hépatite virale, on peut avoir la bouche amère. Tant que le taux de sang, de bile augmente dans la circulation sanguine, la sensation d'amertume va apparaître dans la bouche, dans beaucoup de pathologies normales, dans le paludisme et des maladies hépatiques. C'est que l'hépatite virale, oui, en phase aiguë, en phase maladie, on peut avoir la bouche amère. Docteur, j'ai deux questions. La première question, c'est que, à quel moment de la vie est-ce qu'on doit se vacciner contre la typhoïde? Et deuxièmement, comment traiter une femme enceinte qui est atteinte de la typhoïde? Bon, on entre là déjà dans le traitement préventif de la typhoïde. Parce que la première prévention de la typhoïde, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie. Là, c'est la première partie. Maintenant, le vaccin. À partir de 3 ans, on peut vacciner les enfants contre la typhoïde. Mais moi, je pense que le plus important, c'est l'hygiène de vie. Puisque la durée du vaccin est de 3 ans. Et si on n'a pas une bonne hygiène de vie, on ne va pas passer le temps à se vacciner. On ne va pas se passer le temps à se vacciner. Donc il vaut mieux améliorer son milieu de vie sur le plan d'hygiène. Okay. Now I don't. Okay, there's another. I think it's the same person. Ah, pour la femme enceinte, bon, ben, le traitement est le même que la femme non enceinte, que l'homme, mais sauf qu'il faut respecter les contre-indications de tous les médicaments quand on est enceinte. Donc le médecin qui prescrit à une femme enceinte, c'est quel genre de médicament prescrit. Doc, you just mentioned that at 3 years you can give typhoid vaccine for your child. Est-ce qu'après ça, il y a encore, even for adult, yes. At what age for adult, at any age you can take? Yes, now for child, I just want to focus more on child. Like after that 3 years, is there still another, maybe a period where you still need to, the child to observe? To take the vaccine again? I say that it's 3 years. 3 years. After 3 years. Yes. You are exposed. Tu es exposé à avoir la typhoïde. Okay, the vaccine lasts for 3 years. Yes. Ça se renouvelle alors. Ça se renouvelle si tu veux. Okay. C'est pourquoi je dis, il vaut mieux ne pas dépenser à refaire le vaccin à répétition. Autant mieux améliorer son hygiène de vie, son environnement. Oui. Mais aujourd'hui, docteur Ngele, de plus en plus, les diagnostics des personnes quand ils vont à l'hôpital, typhoïde, fièvre typhoïde, fièvre typhoïde. Quelqu'un va me dire, j'ai la fièvre typhoïde. Et puis, il a une fièvre typhoïde qui dure sur des années, tu ne comprends pas. Est-ce que c'est parce que c'est maltraité ou bien est-ce que le traitement de la fièvre typhoïde est très long? Je veux savoir, je veux comprendre, parce que pendant des années, quelqu'un va te dire qu'il a la fièvre typhoïde, tu ne comprends pas. Il se soigne, mais il a toujours la fièvre typhoïde. Qu'est-ce qui ne va pas quand on est... Bon, ben, on revient un peu sur le diagnostic. Il y a un diagnostic clinique et un diagnostic biologique. J'ai dit tout à l'heure, il y a des signes cliniques. Et seul le médecin peut vous dire cliniquement qu'il pense qu'il s'agit de la fièvre, qu'il pense qu'il s'agit de la fièvre typhoïde. Maintenant, il vous dit, ok madame, vous allez faire la coproculture. En général, on s'arrête à la coproculture. En général, dans notre contexte, franchement, on s'arrête à la coproculture. Bon, maintenant, en attendant, il peut lui décider, en attendant le résultat de la coproculture, une fois que vous avez remis l'échantillon, vous mettez sur un traitement de la typhoïde, parce que les médecins expérimentés peuvent vous dire cliniquement que là, il s'agit d'une fièvre typhoïde. Mais je vous devrais confirmer par un examen biologique. Cette fois-là, il confirme quand ces résultats viennent, il vous dit, madame ou monsieur, effectivement, j'avais pensé à la fièvre typhoïde, les résultats l'ont confirmé, continuez avec le traitement. En général, c'est le schéma qu'il faut prendre pour éviter les complications, comme on a dit tout à l'heure.
Bon, maintenant, comme vous avez dit au Cameroun, moi-même je me pose la question, qu'est-ce que la fièvre typhoïde qui ne guérit jamais, voilà. Bon, forcément, c'est pas de la fièvre typhoïde. Forcément, parce que le diagnostic n'a pas été posé. Est-ce que c'est parce que le patient lui-même ne va pas à l'hôpital pour aller revoir? Parce qu'il va te dire que j'ai la fièvre typhoïde. Et quelque temps, on lui prescrit des médicaments. Parfois, il ne suit même pas très bien le traitement. Et il recommence à avoir les symptômes de la fièvre, typhoïde, c'est-à-dire le soir, la température monte. Et là, il pense que c'est la fièvre typhoïde, en fait. Bon, mais il ne repart même pas à l'hôpital, refaire des examens. Là, ça pose le problème. Après, on se va directement à l'indigène. Voilà. Ça pose le problème de ce qu'on appelle le système de santé et le circuit du malade. C'est-à-dire, si Mireille est malade, elle se sent mal, où est-ce que Mireille pense, ou Calvino, aller directement? Est-ce qu'il pense aller directement chez un médecin? Voilà le réel problème de santé publique, si on peut le dire au Cameroun. Le circuit du malade. Vous savez, la première destination de... Je n'ai pas les statistiques, mais on peut évaluer au moins à 60%. La première destination des malades, c'est la pharmacie. Quand je dis pharmacie, y compris la pharmacie de la rue. Vous comprenez ça? Oui. Oui. Yeah. C'est d'abord la pharmacie. Les médecins au Cameroun sont les derniers en général à être consultés. Alors qu'ils devaient être les premiers à être consultés. Ça, c'est un problème réel. Et c'est ça qui fait que nous ratons les diagnostics. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour celui qui part directement voir un médecin, à 90% au moins, son diagnostic sera posé. Il y a des gens qui font cette automédication. Comme Mireille l'a dit, on pense qu'on a la fièvre typhoïde. On va voir dans un kiosque quelque part, ou bien à la pharmacie. Les meilleurs vont en pharmacie, décrire le symptôme, et la personne qui est en face, si c'est un pharmacien ou c'est un vendeur ou une vendeuse à la pharmacie, décide du traitement. Vous voyez comment quelqu'un de non professionnel décide de votre traitement, de votre santé. Je ne sais pas si les gens comprennent les implications qui vont jusqu'à la mort. Ah oui, parce que quand vous avez fait typhoïde et vous commencez à bricoler, forcément vous arrivez devant le médecin quand c'est déjà compliqué. Parfois, il ne peut plus rien faire. Il vous dit que vraiment on est désolé, voilà. Bon, on va quand même essayer, mais c'est toujours trop tard. Donc, comme on dit, les gens posent leur propre diagnostic, choisissent leur propre traitement et font leur propre commentaire. Que j'ai la typhoïde depuis 1 an, ça ne finit pas. Et ça, c'est une réalité. Et même à nous, les médecins le disent. Ils disent que docteur, j'ai une typhoïde qui ne finit pas depuis 1 an, je ne comprends pas. Voilà, ok. Sometimes they'll even switch to traditional medicine. Oui, c'est ça que j'ai traduit. Après même de prendre des médicaments, ils prennent les médicaments traditionnels, c'est ce que je disais. L'embêtant dans ça, c'est quoi en fait? C'est de tomber à côté du diagnostic de sa maladie. Oui. C'est ça le problème. Vous pouvez penser, vous, que c'est la fièvre typhoïde. Ok, c'est pas ça. Bon, maintenant, il y en a qui nous disent, docteur, dis-nous vraiment, est-ce qu'on soigne la fièvre typhoïde à l'hôpital? À l'hôpital. Alors là, c'est-à-dire, c'est qu'on suivi ce qu'on a dit depuis le déroulé, depuis le début de l'émission. Il est clair que le diagnostic d'une fièvre typhoïde se pose à l'hôpital. Ok. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai pas mal de praticiens qui viennent nous voir et qui disent, docteur, si vous avez telle maladie, envoyez-moi, surtout la fièvre typhoïde. Je dis, ok, vous faites comment? Il dit que je fais les médicaments. Je dis, ok. Bon, est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Il dit, posez, docteur. Comment on appelle la fièvre typhoïde dans ton patois? Dans votre langue là? Comment on appelle la fièvre typhoïde? Il dit que typhoïde. Je dis que non, c'est le français. Bon, comment vous avez appris à savoir que c'est la fièvre typhoïde? Vous comprenez que quand tu ne peux pas dire dans ta langue le nom d'une maladie que tu prétends traiter, c'est que tu ne peux pas trouver le vrai diagnostic. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. C'est comme ça. Donc Mireille, moi je pense que on a besoin d'une éducation de masse. Des émissions de ce genre, moi je pense que c'est bien pour sensibiliser le public. Voilà. On va aller. C'est vrai qu'on va d'abord revenir. On va retrouver, comment vous l'appelez, on va aller retrouver l'homme dans la rue, à qui nous avons essayé de poser la question de savoir comment, selon vous, selon vous les complications de la fièvre typhoïde et que faire en cas de complications.
et pour essayer de voir un peu leur réaction. Si jamais ils vont dire il faut aller à l'hôpital, etc., etc. Allez, on regarde le Vox Pop de Thierry On à Yaoundé. Je parle d'abord du début de la maladie. J'avais le mal de ventre, le mal gastrique, le violent mal de ventre, le bourdonnement de ventre. Et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et à un certain moment, j'avais des petits, par moments j'avais chaud, par moments j'avais froid. J'avais chaud, j'avais froid. Et j'ai cru que c'était un palu. Ça a persisté avec le mal de ventre. Et à la longue, il y a la fièvre m'a attrapé, une forte fièvre, palu, forte fièvre. Et j'ai commencé un traitement croyant que c'était le palu. Mais ça n'a pas... Après 2 semaines, c'est revenu, c'est quand j'allais faire un test, des examens, qu'on a constaté qu'effectivement c'était la typhoïde. C'était vraiment aggravé parce qu'au départ, je ne savais pas. Mais d'abord, les violents mal de ventre au niveau gastrique, tout ça. Le ventre, pas de problème. Un peu de froid, un peu de chaleur, tu transpires un peu, tu as froid par moment. Et la nuit, tu passes les nuits dans le... Le cauchemar. Comment vous l'avez donc soigné? Oui, j'ai fait les examens, j'ai pris les produits, on m'a prescrit les ordonnances. On m'avait beaucoup conseillé un produit qu'on appelait Oflocet, mais qui n'a pas, parce que c'était ma typhoïde était très élevée. Et après ça, j'ai accompagné avec les produits de naturopathe. Et ça a pris du temps. Il faut être, pour moi, j'ai été patient. Parce que j'ai constaté que c'est une maladie très capricieuse. Parfois, vous croyez que c'est... Quand tu prends les produits, tu crois que c'est peut-être 1 mois, tu peux passer 2 mois, tu crois qu'après, ça a ressurgi. Et la fièvre typhoïde, c'est qu'elle... Bon, c'est vrai que je ne maîtrise pas tout. La fièvre typhoïde, quand on a ça, ça nous donne des vertiges et on s'attend à beaucoup de choses. Le corps ne donne pas, ça affaiblit le corps. Oui, ça affaiblit le corps et on a beaucoup d'anomalies aussi dans le corps concernant cette fièvre typhoïde. Donc il faut à l'immédiat l'effacer. On ne doit pas garder la fièvre typhoïde parce que c'est une maladie qui ramène rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on l'a dit? Oui, pour moi, quand on a la fièvre typhoïde, il faut la faire traiter, pas trop à l'hôpital, mais à l'indigène. Oui. C'est surtout à l'indigène qu'il faut traiter la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde, c'est une maladie, on peut dire que c'est un palu triplé quoi. En journée, quand il fait froid, vous avez chaud. Quand il fait chaud, vous avez froid. Donc c'est une maladie très compliquée. C'est vraiment difficile à soigner. Parce que même c'est une maladie que parfois, donc on ne comprend pas. Tu as chaud, en même temps tu as froid, les pieds sont glacés. Vraiment c'est une maladie que c'est même difficile à soigner à l'hôpital. Parce que quand tu as de la typhoïde, on dit que tu sois à l'indigène en même temps à l'hôpital. Donc c'est une maladie vraiment un peu difficile à soigner quoi. Et pour un malade, quel est le traitement? Comment vous lui conseillez pour qu'il se soigne? Non, pour qu'il se soigne, moi je conseille qu'il finisse avec l'hôpital, après par l'indigène. Moi c'est comme ça que moi j'ai pu pouvoir soigner ma première cas de typhoïde. C'est une maladie qui m'a toujours beaucoup menacé. Il y a aussi un problème d'eau. On dit que c'est l'eau qui cause ce problème de... Quand tu bois l'eau qui n'est pas saine, c'est ça qui crée beaucoup, c'est ça qui donne la typhoïde dans l'organisme. Oui, les complications, la seule d'abord que je connais qui est un peu très fréquente, c'est l'occlusion intestinale. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que moi je connais comme complication. Et quand on a la fièvre typhoïde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se faire consulter. Parce que déjà, certains disent qu'à l'indigène, mais à l'indigène, est-ce qu'on contrôle le dosage? Est-ce qu'on contrôle l'eau avec laquelle on fait les potions? Donc, vraiment, je pense qu'il faudrait aller à l'hôpital, se faire consulter et puis se soigner. La fièvre typhoïde est une maladie qui réagit en l'homme en le faisant chauffer un peu le matin et le soir,
Et le soir, bon, elle réagit en faisant ceci dans l'organisme, en transperçant les intestins. Et la plus meilleure façon de la soigner, c'est d'aller à l'indigène. Voilà, docteur Nguele, réaction après ceci après c'est quoi votre réaction? Oh, ben, vous savez, on vit dans un environnement. On doit s'adapter à l'environnement. Mais ceci étant, on ne doit pas laisser les gens à leur propre sort. Il y en a, chacun a sa petite idée. Comme vous avez dit, c'est l'homme de la rue. Et on ramasse ici, par là, et on se fait son idée du diagnostic, du traitement. C'est vrai que, comme je l'ai dit, chacun a son idée, mais il y en a qui sont quand même un peu logiques, qui trouvent qu'il faut aller à l'hôpital. Et moi, je crois qu'il faut, je dis encore, c'est très important, parce qu'on a globalement un problème d'éducation de masse. On a un problème d'éducation de masse, et je crois que vous êtes là pour la sensibilisation de la population. Finalement. Quand les gens disent ce qu'ils disent, il va falloir que les professionnels de la chose disent le chemin à suivre. Donc, quelle qu'en soit la maladie, nous ne disons pas que les médicaments d'hygiène ne soignent pas. Non, loin de là. Mais il faut d'abord poser le diagnostic. Et le contexte africain, vous le savez, on va dire, c'est quelqu'un qui m'a bouffé la nuit, on m'a donné le poison de nuit. Vous savez, donc, il y a c'est cet aspect anthropologique de la médecine. Il faut tenir compte de cela pour soigner les malades. C'est très important. Il ne faut pas balayer d'un revers de la main que non, ça ne marche pas. Non, non, non. Mais il faut qu'on pose le diagnostic. Et que les tradipraticiens ou les naturopathes, moi je crois souvent le ministère de la Santé organise des rencontres entre les médecins, qu'on appelle médecins modernes, et les médecins traditionnels. On essaie de voir comment collaborer pour la santé des Camerounais. On ne laisse pas que chacun aille à sa volonté. Mais le chemin, parce que vous voyez, la fièvre typhoïde et le paludisme, c'est des maladies tropicales. En Europe, franchement, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Même chez nous, si les conditions d'hygiène s'améliorent, on n'en parlera plus. Parce qu'il y a le Zoa Polycarpe qui a envoyé un message qui est justement il est dans le rééquilibrage alimentaire, il est dans la diète. Il dit, si la fièvre typhoïde ne finit jamais, il faut regarder au niveau de l'hygiène alimentaire. Les gens ne sont pas sensibilisés, on tombe malade et on revient commettre les mêmes erreurs. On mange les plats de salade, des oranges, des salades, des oranges non désinfectées et la maladie devient comme une routine. Je partage entièrement son avis. Ça revient un peu à ce que Kevin nous disait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut se vacciner tout le temps? Il nous rejoint là-dessus. Parce qu'il ne faut pas dire que je suis vacciné, puisque tu vis dans le même environnement. Les conditions de vie ne changeant pas, forcément, quand le vaccin n'aura plus d'effet, tu vas attraper encore la fièvre typhoïde. Donc, ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Cathy, il y a un message que tu devrais lire. I think je crois qu'il a même répondu à la question. Yes, I think you've responded to the question. Now, based on this person's question, right? Like, what's the duration of a typhoid treatment? Bon, dans le traitement, comme on a dit, ça dépend du stade. The stage, okay. Pour une fièvre typhoïde jusqu'au 2e septembre, les comprimés bien choisis après une coproculture, 10 jours maximum, ça traite. 10 jours, ça suffit pour traiter une fièvre typhoïde. Ça suffit largement. Bon, maintenant, si on est arrivé au stade de complication, forcément, on va passer par entéra, donc par voie injectable, pour réduire les complications et les risques de décès. Et tout ça aussi, 10 jours, ça suffit. On n'a pas besoin de traiter 1 mois, 2 mois, 3 mois une fièvre typhoïde. Si on a posé le diagnostic et qu'on a choisi, parce que comme je disais, la coproculture vous donne le nom du microbe et nous donne les noms des antibiotiques qui vont détruire ce microbe dans le sang. Et le médecin choisit parmi ces antibiotiques, on dit sensibles, un seul, ça suffit en général, ça suffit. On n'a pas besoin d'associer. Il vous prescrit sur 10 jours. Vous êtes guéri. Wow.
Voilà, bon, moi, en termes je crois que tout est clair pour qu'on comprenne exactement que la fièvre typhoïde a ses complications. Ces complications, on a parlé des intestins qui peuvent se perforation des intestinales. Mais pour éviter d'en arriver là, il faut consulter avant. Parce que ça rentre dans la complication de la maladie. Tout à fait. Donc ça veut dire que le traitement de 10 jours là, que tout à l'heure vous venez de donner, c'est quand on est nouvellement diagnostiqué qu'on a une fièvre typhoïde. Donc maintenant, quand on est à la complication, à la phase de la complication, ça nécessite quoi? Une opération chirurgicale? Oui, forcément. Si on a les complications, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le typhose qui est une phase de délit et de coma, c'est une complication neurologique, traitement médical. Ça marche. Maintenant, dans la perforation, il y a un auditeur d'ailleurs qui a pensé à ça, mais sauf qu'il a dit qu'il y a occlusion. Occlusion, ça veut dire que les intestins s'attachent. S'attachent, oui. Donc, dans la perforation, le traitement est chirurgical et c'est une urgence chirurgicale. Oui, parce que là, on va sectionner. On va pas entrer dans la technique, on va sectionner la partie perforée, on va arranger là-bas dedans et le malade sous antibiotiques peut rester 15 jours à l'hôpital, ça dépend. À cause de la fièvre typhoïde? Absolument. À cause d'une fièvre typhoïde? On en meurt, vous savez, on en meurt. Mais donc ça veut dire, donc, que devrait-on retenir, c'est-à-dire de savoir que pour éviter justement de tomber dans le piège de la fièvre typhoïde et du paludisme, parce que comme on parle de fièvre typhoïde aujourd'hui, c'est tous les Camerounais. Sur 100 Camerounais, 80 vont te dire qu'ils ont la fièvre typhoïde. Et ils sont testés. Quand on te dit, va faire le test Vidal, ça dit fièvre typhoïde et ça met les plus. Bon, ben, si je vais me résumer sur la prise en charge du paludisme, d'abord, comme toute pathologie, quand il y a des mesures préventives, c'est moins cher. Il faut prévenir, c'est moins cher. On a dit qu'il faut dormir dans le moustiquaire imprégné de longue durée d'action. Il faut curer le caniveau. Il faut utiliser parfois les insecticides. Il faut désherber l'entourage de la maison. Et enfin, comme certains, il faut se vacciner pour le paludisme. Il y a quelqu'un qui est en train de demander, like, it says, why does typhoid fever cause many complications? There's no reason. There's no many complication. Yeah, we talk about 2 complications. Complications, okay. Yes. There's no many complication. The cerebral complication and intestine complication. There's only 2 complications in the typhoid. Yeah. Donc, on peut aussi avoir une complication cérébrale avec la typhoïde. Quand j'ai parlé de typhoïde, yes, when you have high temperature. Le cerveau. Tout ce qui est coma, c'est le cerveau. Tout ce qui est coma, c'est le cerveau. Ça veut dire que le cerveau s'est endormi. Yes. Tout ce qui est coma, c'est le cerveau. On va vous dire AVC. Et on est dans le coma, c'est le cerveau. On va dire tétanos, c'est le cerveau. Le palu, le neuropalu, c'est le cerveau. Le typhose dans le paludisme, c'est le cerveau. Donc tout ce qui entraîne la méningite, c'est toujours le cerveau. Donc, pas le cérébral. Voilà. Donc, en tout cas, on retient que la maladie, c'est une mauvaise maladie. Il n'y a pas de bonne maladie. C'est une très mauvaise maladie. Elle a l'air, elle est très dangereuse. Elle a l'air banale, mais elle est très dangereuse quand il y a des complications. Ouais. En tout cas, merci, docteur Ndeleu. Je ne sais pas si... Calvino, tu avais une autre question. Oui, je voulais seulement demander, docteur, bon, pour nous qui avons des enfants, après combien de temps peut-être il faut aller vérifier? Parce que la température normale, par exemple, d'un être humain, c'est 37 degrés. À combien de degrés on doit comprendre que dans la fièvre, il y a la fièvre et tout. Parce qu'on a des enfants aujourd'hui qui restent, ils chutent, ils convulsent. Tu entends que... Voilà, moi, je suis content que tu arrives dans le cas des enfants. La température normale, c'est 37 degrés chez l'homme, 36,5 degrés chez la femme. Jusqu'à l'ovulation. 36 et demi. Jusqu'à l'ovulation. Wow. Après l'ovulation, chez la femme, c'est 37 jusqu'aux prochaines règles. Par rapport aux enfants, je vous rappelle, chez les femmes, la température est le premier diagnostic d'une grossesse. Voilà. Sauf qu'il y a autre maladie. Voilà. La température qui est supérieure à 37 degrés, 37,5,
quand on entend les règles, ça ne vient pas. S'il n'y a pas autre chose, c'est le premier diagnostic d'une grossesse. Ouais. Ça, c'était une parenthèse. Parce que c'est toujours bien de passer les informations. Par rapport aux enfants, Calvino, les enfants, je pense qu'on devrait prêter plus d'attention aux enfants. Sur les enfants, mais c'est quand même difficile. Les enfants en âge scolaire, c'est très, moi j'ai des enfants, c'est très très difficile. Ce qui fait que à l'âge scolaire, entre la maternelle et les primaires, nous conseillons très souvent de vacciner les enfants contre la fièvre typhoïde parce qu'on ne peut pas contrôler l'hygiène de vie. Voilà. C'est pas possible. Vous avez un enfant à la maternelle, son goûter tombe, il ramasse, il joue par terre. Donc, tu coupes le pain dans sa bouche, il l'enlève dans sa bouche, il le met dans sa bouche. Non, en général, c'est vrai que les pédiatres, je ne sais pas s'ils partagent mon avis, mais en général, on conseille pour les enfants en âge scolaire de les vacciner. Parce qu'ils ne peuvent pas se contrôler. Merci. Normalement, de la maternelle, peut-être jusqu'au cours, peut-être cours moyen. Ouais. Moi, je pense que... Contre la typhoïde. Contre la typhoïde. Donc, on se vaccine quand on est soigné totalement, quand on est sûr qu'on est diagnostiqué négatif à la typhoïde. Et là, à ce moment, on se vaccine. À la fièvre typhoïde. Ça revient un peu, ça revient comme les gens ont dit qu'on a la typhoïde, ça ne finit jamais. On se vaccine, on n'a pas besoin de test de typhoïde pour se vacciner. Ah, d'accord. Étant donné que quand tu as la fièvre typhoïde, tu as les symptômes. D'accord. Si tu as des symptômes et qu'on a posé le diagnostic de fièvre typhoïde, évidemment, après le traitement, si chez un adulte, selon ses conditions de vie, s'il décide de se vacciner, qu'il se vaccine. Mais chez les enfants, c'est autre chose. C'est nous qui décidons pour les enfants. Je veux dire, nous les parents, pas nous les médecins. C'est nous les parents qui décidons pour nos enfants. Sous le conseil de leurs médecins, les pédiatres, généralement, on conseille de vacciner les enfants contre la typhoïde à bas âge, à plus de 3 ans qu'ils entrent à la maternelle. Merci beaucoup, docteur Ngele. Juste, voilà, Ngele Isidore, que nous avons eu à l'instant, Djega. Ngele Isidore Djega. Il est médecin spécialiste en santé et sécurité de travail. Au travail, au temps. On en parlerait ici. Voilà, justement, il faudrait qu'on en parle. C'est important, justement, il faudrait qu'on en parle. Et puis, on va dire qu'il officie du côté de Bali, à la clinique La Grande Île. Voilà, médecin généraliste, vous avez, justement, c'est la personne indiquée pour vous parler, pour le traitement du paludisme, là, et bref, toutes les maladies, puisqu'on passe par le généraliste avant d'aller chez les spécialistes. Merci, docteur. La prochaine occasion encore, peut-être dans 2 semaines, on pourra parler d'un autre sujet concernant peut-être la méningite, pourquoi pas. Quoi? La méningite. Bon, ben, de toute façon, on en discutera. Voilà. On en parlera de mon domaine de prédilection, qui est la santé et la sécurité du travail. Mais il n'en demeure pas, on peut parler de tous les sujets. Parce qu'on n'est pas ici pour traiter les gens, mais pour sensibiliser les gens. C'est très important. Voilà. C'est pour sensibiliser la population. On n'est pas là pour donner le traitement de quoi que ce soit. Non, chacun a son médecin. Et nous donnons en général le canevas qu'il faut suivre en cas de. Pour aller rencontrer son médecin plus tard. Ok. Cathy, merci. Thank you, Bafogel. Thank you, doctor. Bonsoir. Cathy. Tonton Calvino. Oui, mes gars. C'était un plaisir. Merci aussi. On s'est vraiment partagé. Voilà. Je serai là chaque fois. Oh, merci. Maintenant. Je serai disponible. Ah oui, merci. Ok. J'ai pris note. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. On remercie la technique là-bas. Monsieur Yvan Babo Mokoko, voilà, qui a assuré. Et puis, Nono Fotué et Adonis Yamen. À vous, les téléspectateurs. Et puis surtout, la régie finale, merci à vous. Retrouvons-nous demain mercredi avec Francis Serrette pour une autre thématique toujours aussi plaisante. Dieu vous bénisse, on se retrouve demain. Restez en compagnie des programmes de STV. Ciao.